Esperluette. Et si on essayait le mode de vie zéro déchet ? Pour en parler, je vous propose de partir à la rencontre des deux cofondatrices du Petit Pot, une épicerie basée en plein centre d'Avignon, où l'on trouve des produits sans emballage, en vrac, locaux et bio. Comme elles sont deux, il y aura donc deux rencontres d'Esperluette. La première que vous écoutez ici, c'est Céline Laplanche, qui nous explique son parcours avant ce projet fou, son apprentissage du métier de commerçante, et comment le zéro déchet casse les codes des clients et de leurs voisins commerçants. Bonne écoute! Alors, je m'appelle Céline Laplanche, j'ai 30 ans et je tiens en co-gérance, je suis co-créatrice du Petit Pot depuis maintenant 1 an et 4 mois. Et j'ai créé le Petit Pot avec Marjorie Cousin, qui est mon associée et surtout ma belle-sœur dans la vie. C'est une vraie histoire de famille, puisque moi je suis avec son frère depuis quelques années maintenant. Et voilà, on travaille en famille et plus que ça, notre biscuitière aussi et notre belle-sœur, c'est une vraie histoire de famille en fait. Marjorie et moi, on se connaissait à Noël et aux anniversaires, on se rencontrait aux réunions de famille. Elle avait sa vie, j'avais la mienne et pas plus. Et puis un beau jour, en fait, on s'est rencontrés à un croisement de nos vies. Enfin, on s'est re-rencontrés en tout cas à un croisement de nos vies où elle avait ce projet-là qui était un petit peu encore enfoui en elle, où elle avait commencé sa vie dans le zéro déchet depuis quelques années et elle avait nulle part où consommer. Elle avait vraiment envie de faire quelque chose aussi qui avait du sens. Elle avait un peu envie de changer de vie. Et moi, à ce moment-là, j'avais déjà complètement changé de vie puisque j'étais en voyage depuis 2 ans en Asie. Et je venais de rentrer m'installer dans le sud à ce moment-là. Sachant 2 choses. Je voulais monter ma propre boîte et je voulais bosser dans l'écologie. Alors, ça m'avançait pas à grand-chose de savoir ça. J'ai passé 2 ans à me dire, mais avec ça, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je crée ? J'avais plein d'idées, mais qui étaient toujours des idées associatives qui ne me ramenaient jamais d'argent. Donc c'est sympa, c'est super, mais à un moment donné, il faut gagner sa vie. Donc je suis rentrée de voyage un peu perplexe face à tout ça, en me disant, bon, bah, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je rentre, il faut que je travaille. Et puis elle est arrivée avec sa petite idée, en me disant, tiens, moi je ferais bien ça, mais je le ferais pas toute seule. Il me dit, bah qu'est-ce que t'en dis ? Et j'ai dit, bah allez, banco, on y va, et c'est parti. Le voyage en Asie, c'était un concours de circonstances et c'était aussi un chemin et quelque chose que je voulais absolument faire. Avant, je travaillais en tant que rédactrice dans une agence de pub, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et un beau jour, j'en ai eu un peu marre, pas de mon métier, mais plutôt des choses que je vendais et à qui je les vendais. Je travaillais avec des entreprises pour des entreprises qui n'étaient pas forcément dans mes valeurs. Donc l'occasion a fait que j'ai pu tout plaquer avec Antoine, donc mon conjoint, et on a décidé de partir voyager 2 ans pour un peu prendre du recul face à tout ça, parce qu'on avait très envie de voyager et que c'était un peu le moment ou jamais. C'est ce qu'on se dit souvent quand on a un peu moins de 30 ans et qu'on n'a pas d'enfants. Et voilà, et on savait pas trop ce qu'on voulait faire non plus tous les deux, et on s'est dit allons réfléchir ailleurs, dans une autre culture. Ça nous a apporté des milliards de choses, c'est hyper enrichissant. Moi, ça m'a renforcée dans mes valeurs écologiques. Je les avais déjà, mais d'être là-bas, c'est encore plus flagrant parce qu'on voit des endroits magnifiques, on visite des lieux qui sont absolument incroyables. Et en fait, tout est gâché par des déchets absolument partout, quoi. De l'Himalaya à partout. C'est assez triste en fait de voir ça. Donc on se dit qu'on a envie d'agir, qu'on a envie de faire quelque chose, on ne sait pas bien quoi. Et puis au bout d'un moment, le voyage et en sac à dos c'est super, mais c'est fatigant. En fait, c'est pas du tout des vacances, c'est pas reposant. Au bout de 2 ans, on n'en pouvait plus. Et on a eu aussi envie de rentrer parce qu'en Asie, on se sent très vite impuissant parce que c'est pas notre culture, c'est pas notre pays, qu'on a envie de faire des choses, mais finalement on peut pas faire grand-chose de là où on est. Donc on a décidé de rentrer en France et de faire quelque chose qui avait du sens, et à commencer par chez nous. La transition quand on passe de 2 ans à se lever tous les matins et à se dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, à devoir aller travailler intensément, etc. Elle est pas évidente.
c'est pas du tout la même vie. Mais on est content d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Je sais pas si on le referait aujourd'hui. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on le referait pas aujourd'hui. Mais on se dit pas qu'on le refera jamais. Mais aujourd'hui, on est dans une période dans notre vie où on se souvient encore de la fatigue en fait de ce voyage, et je crois que ce voyage a été plus fatigant que ce que je fais aujourd'hui. Ouais, psychologiquement, c'est plus dur en fait. C'est complètement fou de dire ça, les gens de se dire non mais ça va, elle était en vacances pendant 2 ans et elle ose te dire que créer sa boîte c'est plus facile que d'être en vacances. Oui, en fait. Ouais, bah ouais, parce que pour le coup, la peur du lendemain, la peur de pas savoir où on dort, de pas savoir quoi faire, ni où on est, ni avec qui. T'es vraiment dans l'inconnu tout le temps, alors, en fait. Alors que quand tu crées ta boîte, t'es dans un inconnu connu. Tu vois, t'as des gens autour de toi pour t'aider, qui ont la même culture, qui ont de l'expérience. T'es pas seul, en fait. T'es pas seul. T'as l'impression que t'es seul, mais tu l'es pas du tout. T'as plein de gens autour de toi qui peuvent t'aider. En voyage, t'es seul. Face à toi-même. Et... oui, face à tes angoisses et tout ça. Donc, non, finalement, l'entrepreneuriat, ça va. Alors, entre le moment où elle me parle de son projet et le moment où on se décide de se lancer là-dedans à fond, c'est allé très vite. En fait, il y a eu quelques mois. Moi, j'ai débarqué donc en juillet 2016 à Avignon, et le temps de regarder un peu si le projet était viable, de faire une mini petite étude de marché, etc. Ce qui est un peu dans mon avantage vu que je viens de la communication, et ça c'était des choses que j'avais évidemment déjà faites maintes et maintes fois, donc facile. Donc j'ai commencé à regarder ce que c'était avec les épiceries zéro déchet, etc. Moi, c'était pas quelque chose que je connaissais. J'en avais pratiquement jamais entendu parler. C'était un milieu que je connaissais pas, donc je me suis renseignée là-dessus. Une fois que j'ai vu qu'effectivement c'était un truc génial, qu'il y avait du potentiel, qu'il n'y en avait pas à Avignon, et qu'en plus on pouvait vraiment en faire une vraie entreprise, et au-delà de ça, un porte-parole en fait. Du coup, je me suis dit, et j'ai dit à Marjo, surtout, allez Banco, maintenant on y va, mais par contre, il faut que tu lâches ton travail. Il faut se lancer, il faut se jeter de la falaise, et bingo. Et je crois que du coup, elle a arrêté en octobre ou novembre. À peu près, ouais, je crois que c'est ça. Et une fois qu'elle avait quitté son travail, on a pu s'y mettre toutes les deux à fond. Pendant 8 mois, à sillonner les routes à la recherche de petits producteurs, chercher un local, etc. Et tout ça pour arriver jusqu'au mois d'avril, où on a enfin signé le bail commercial de ce local qu'on a mis du temps à trouver. Mais voilà, donc en tout et pour tout, il a dû se passer un peu moins d'1 an entre les tout prémices où on commençait à peine oser parler de notre idée de création d'entreprise, à peine oser en parler autour de nous, à la concrétisation, à l'ouverture des portes. Il y a eu, allez, 10 mois, 11 mois peut-être. Et paraît-il que c'est rapide. On était motivés. L'envie de créer une entreprise, ça c'est depuis toujours. Je pense que depuis vraiment que j'ai 8 ans, je dis qu'un jour j'aurai ma boîte. Et en plus, je voulais avoir ma boîte avant 30 ans. C'est bon, c'est fait. Il y a un investissement en temps, c'est sûr, indéniable. L'investissement financier, en fait, il est moins important que ce que j'aurais cru. En fait, on se dit, ou je me dis, je sais pas, peu importe, mais que créer une entreprise, surtout un local commercial, il faut énormément d'argent parce que tout ça coûte très cher, etc. Mais en fait, il y a des banques qui existent. C'est un concept que je porte pas forcément dans mon cœur, mais qui des fois est génial, c'est qu'ils vous prêtent de l'argent, en fait. Et sans apport, et sans vraiment grand-chose. Donc ça, c'est génial. On a pu faire un prêt, pardon, avec un taux intéressant. On a mis un petit peu d'argent toutes les deux, mais vraiment pas grand-chose, quoi. On a un peu monté cette boîte avec 5 000 euros, quoi. Et voilà, et ça a marché, donc c'est incroyable. Mais apport financier, voilà, pas tant que ça. À part la banque, mais ça, c'est normal. Vous lui donnez des garanties, des choses, et c'est tout. Non, pas tant. L'argent personnel qu'on a apporté nous a permis effectivement uniquement à avoir le stock. Puisque la banque, en fait, elle prête les meubles, elle prête tout ce qu'il faut pour le mur, en fait, tout ce qu'on pourrait lui rembourser s'il y avait un problème. Mais elle prête pas d'argent pour tout ce qui va être alimentaire, stock, etc. Donc ça, c'était de notre poche. Alors là, tu vois le magasin aujourd'hui, mais il y avait
je pense, à peu près 75% de choses en moins quand on a ouvert, avec notre petit budget. On a acheté ce qu'on a pu et on a ouvert la boutique, voilà, avec les petits indispensables, les chocolats, les pâtes, les choses comme ça, où il y avait 3 fois moins de choix, effectivement. Et puis petit à petit, on a réinvesti à chaque fois dans le stock et ça fait 1 an et demi qu'on réinvestit dans le stock en permanence. Moi, mon comportement zéro déchet, si je peux dire, il a évolué et en même temps, c'est très marrant parce que quand je suis rentrée d'Asie, le jour où je suis rentrée, on a voulu aller manger, on avait faim, on est rentré dans un supermarché et je suis sortie et j'ai rien trouvé à manger. En fait, après 2 ans où juste on mange forcément local, on mange forcément sans emballage parce que tout est dans des sacs de riz, on prend directement en fait ce qu'il y a à prendre. Et j'ai rien trouvé à manger dans le supermarché, je suis partie manger des légumes et du riz au chinois. Bon. Voilà. Et de là, c'est vraiment à mon retour en France où je me suis rendu compte qu'on avait un excédent de plastique et d'emballage de fou. Ça m'a vraiment fait un choc. Alors, est-ce que j'ai changé mes habitudes ? En fait, j'en avais plus en rentrant. J'avais plus de maison, j'avais plus rien, donc j'avais pas d'habitude. À peine arrivée, on voyait Marjorie qui nous a plongé dans son mode de vie hyper rapidement, qui, moi, me parlait forcément, puisqu'effectivement, j'étais choquée de ce que je voyais. Et du coup, j'ai pu tout mettre en place, en fait, pour consommer zéro déchet à partir du moment où j'ai eu mon appartement, etc. Et du coup, ça a été une transition hyper facile pour moi. J'ai pas eu à faire tout ce qui va être le vidage de sa maison, etc. Ce qu'on fait en général. Je suis arrivée, j'avais rien, donc je repartais de zéro, j'avais plus qu'à me lancer et c'était, du coup, ça a été facile. Le conseil que je pourrais donner aux gens qui ont envie de se lancer dans le zéro déchet, enfin, qui ont surtout envie de réduire leurs emballages, c'est d'y aller petit à petit. Il n'y a pas... Enfin si, quand je dis il n'y a pas d'urgence, oui. Il y a une urgence écologique, évidemment, mais on n'est pas à quelques mois près et le déclic, en fait, on peut dire qu'on aurait pu se le faire il y a 6 mois, mais on aurait pu se le faire 6 mois plus tard aussi. Donc on peut utiliser ce temps-là pour le faire petit à petit. Et au lieu de faire du gaspillage et de se dire je jette tout ce qu'il y a dans ma salle de bain, mon shampoing il n'est pas bon, etc. et je bazarde tout, plutôt finir ce qu'on a et racheter uniquement ce dont on a besoin et sans emballage évidemment. Mais vraiment y aller petit à petit, commencer par une pièce de la maison, la salle de bain, ça peut être la cuisine, peu importe. Mais tout faire d'un coup, je pense que c'est beaucoup. Et c'est trop, et c'est surtout trop décourageant. Et c'est pas l'intérêt de se décourager, alors que quand on y va petit à petit et qu'on regarde derrière soi, on se rend compte qu'on peut pas faire demi-tour en fait. On est fier de ce qu'on fait, et on est fier de ce qu'on fait. On veut pas aller en arrière. Et on peut pas. Ce serait une entorse à la règle, à l'écologie, et ce serait pas cool. Et je crois que ça nous fait plaisir aussi. Ça fait plaisir aux gens de consommer mieux. Et pour leur santé, et pour sa maison. Ça fait une jolie maison aussi, une maison zéro déchet. C'est pas très joli le plastique dans sa maison en vrai. T'as des encombres, c'est joli, c'est simple, ça fait des maisons plus belles et plus saines. C'est des sujets aussi qui peuvent parfois être drôles quand on parle sur des sujets où on va parler de la cup et des serviettes hygiéniques lavables. On se marre bien, on passe des beaux moments avec les clients, c'est-à-dire qu'on casse un peu les tabous, les sujets tabous, et on se dit bon, on y va, on en parle. Et en fait, c'est drôle et c'est génial. Il y a tellement de choses que j'avais pas anticipées avant. Les clients prennent de l'énergie, c'est sûr. Parce que c'est un échange permanent dont j'avais pas forcément l'habitude, dont j'avais même pas du tout l'habitude dans mon ancien métier, où en tant que rédactrice, on travaille un peu, pas tout seul, mais en tout cas en petit groupe, derrière son ordinateur et on ne demande rien à personne. C'est un grand changement pour moi de devoir me confronter en fait directement aux gens parce que d'habitude, ce que je raconte, je l'écris. Et il y a toujours un papier, plus une agence, plus une entreprise, et plein d'intermédiaires avant que ça arrive au consommateur qui ne saura jamais que c'est moi qui l'ai écrit. Là, c'est du direct. C'est fatigant. C'était fatigant psychologiquement, en tout cas au départ. Ça a été un moment d'adaptation un peu dur pour moi, où je rentrais chez moi le soir complètement lessivée en fait, de tout ce que les gens... J'étais une vraie éponge. Face aux questions des gens, face aussi aux besoins. En fait, un commerçant, et notamment un commerçant de proximité, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute de ses clients et les gens sont en recherche de lien social. S'ils ne vont pas dans un supermarché, c'est
aussi parce qu'ils en ont marre de payer à une espèce de caisse robot automatique où ils voient plus personne en fait. Ils ont besoin de retrouver de l'humain. Donc je suis là derrière mon comptoir, je suis un humain et donc les gens vont parler et vont aussi quelque part, il y a un petit côté psychologue finalement dans ce métier. J'ai pas choisi d'être psychologue pour une raison extrêmement simple, c'est que je suis une éponge vivante et je suis pas capable de gérer ça. Aujourd'hui, j'apprends en fait à gérer ça parce qu'on discute avec les autres commerçants qui sont là depuis 20 ans et qui te disent mais c'est normal, il faut que tu apprennes à juste mettre une barrière entre voilà, toi et les gens, toi et les clients. Et il faut aussi apprendre à se préserver, qui était quelque chose que je faisais pas forcément au début. Maintenant mieux, je dis pas que c'est parfait, je rentre aussi des fois chez moi très très fatiguée par des histoires que j'ai entendues, mais voilà, j'apprends, en fait c'est un vrai métier qui s'apprend. Et pas simplement dans le technique, dans faire tourner la machine en fait, c'est aussi vraiment émotionnellement et humainement un métier qui s'apprend. Il est marrant l'impact sur les commerçants parce que, mais c'est normal, c'est plus facile de changer ses habitudes dans sa vie privée que de les changer au quotidien dans son travail, notamment quand on est commerçant et encore plus quand on est restaurateur. Faire du zéro déchet en tant que restaurateur, c'est un peu la croix et la bannière. Mais finalement, à force de nous voir, à force peut-être qu'on leur rabat les oreilles avec nos idéaux écolo machin, ça finit par rentrer et moi je suis juste trop fière et trop contente quand je vois que le Potard, le restaurant d'en face, ils ont arrêté les pailles. Et en fait, la patronne se faisait toute une montagne en se disant mais j'aimerais arrêter les pailles parce qu'elle a personnellement une vraie conscience écologique. Mais elle se disait si j'arrête les pailles, les gens vont me demander, etc. Et en fait, elle a décidé de les arrêter au moins pour les adultes. Depuis, ça fait 3 mois, personne ne lui a demandé une paille. Donc comme quoi, on se fait beaucoup de montagnes pour pas mal de choses et finalement, les commerçants sont très accueillants. Alors après, c'est comme les voisins dans un immeuble. On connaît son voisin de palier, on ne connaît pas forcément celui du 30e étage. Ici, c'est pareil. On connaît nos voisins de la place. 3 rues plus loin, je ne les connais pas. Un peu plus d'1 an après l'ouverture, il y a eu des galères, mais c'est pas des regrets. Les galères, elles étaient là parce qu'elles devaient être là. On a galéré à trouver un local, on galère toujours à trouver comment pousser les murs, on galère avec certains produits qu'on ne trouve pas, on galère encore avec la gestion de l'entreprise aussi, parce qu'il y a la partie commerce, mais il y a la partie entreprise aussi. Mais en même temps, c'est pas grave. Enfin, moi j'adore galérer parce que quand on galère, on apprend. Et j'adore ça. Si j'avais pu ne jamais quitter l'école et y rester toute ma vie, j'y serais restée. Donc c'est pas grave. Si je devais avoir un regret, un seul, ce serait celui de ne pas s'être fait assez confiance au départ. On apprend aujourd'hui maintenant à se faire confiance et surtout à écouter notre instinct. Et ce qu'on n'osait pas faire au tout début. Et donc on s'est assez laissé au départ embarqué par les gens qui nous disaient noir, puis ensuite par les gens qui nous disaient blanc, et le dernier qui parlait était celui qui avait raison. On s'est pas mal fait balader comme ça, pour ensuite se rendre compte en fait que finalement il y avait que nous qui avions raison au départ, et qu'on aurait dû s'écouter. Et effectivement, l'instinct, c'est un truc auquel je crois, et auquel je crois de plus en plus. Et ça s'est révélé vrai à chaque fois pour Marjo et moi, c'est mince. On écoute notre instinct, notre premier sentiment et notre premier truc. Ce serait mon seul regret. On aurait dû dès le départ se faire confiance et peut-être qu'on serait allé encore 10 fois plus haut et 10 fois plus vite. Mais c'est pas grave, maintenant on le sait. Donc maintenant on apprend à se faire confiance aussi là-dessus. J'espère. Des fois j'ai peur. Des fois je fais des cauchemars la nuit et je me dis que tout le monde s'en fout en fait. Et que moi je crois que les gens s'en foutent pas parce que je vis dans mon microcosme avec des clients qui sont comme moi et que des gens qui sont comme moi autour de moi. Mais peut-être que je me fais juste des doux rêves et qu'en fait tout le monde s'en fout. Tu vois. Nous, on sème la petite graine là où on peut la semer. Et après, l'idée, c'est de voir ce qui se passe. Après, on adorait faire partie de l'association des commerçants et d'arriver à créer des événements complètement écologiques et zéro déchet. Ça, je crois que c'est un peu notre objectif de l'année 2019 en secret.
Esperluette. Mon esperluette du moment, ma petite inspiration, c'est un bouquin que j'ai commencé hier, que je peux plus m'arrêter. Ça s'appelle Chaos. C'est Hector Matisse qui l'a écrit. Alors Hector Matisse, c'est un jeune petit padawan qui a même pas 30 ans, qui a 25 ans. C'est son premier roman. Il a une urgence d'écrire qui est absolument magnifique. Il n'est pas du tout écrivain à la base, il fait de la communication. Voilà, il sort à peine de l'école, il est slammer à ses heures perdues, c'est un très très bon slammer. Mais il écrit depuis toujours, et là il vient de sortir son premier bouquin, tout plein d'urgence et tout feu tout flamme qu'il est. Son bouquin se dit d'une traite, il est juste incroyable, d'urgence de vie, d'urgence de mort, d'urgence de passion, et je conseille vraiment de le lire. Il est prometteur, jeune garçon. Esperluette. Faut sauver la planète, c'est important. Juste, faut donner l'exemple, en fait. Il faut pas dire aux autres quoi faire parce que ça marche pas. Il faut juste faire. Et en vrai, il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas. Et quand on voit à quel point ça fonctionne sur les enfants qui ont entre 4 et 10 ans, moi je vois tous les parents qui me disent « Oh, c'est incroyable à quel point mon enfant, il comprend tout du zéro déchet et tout. » Oui, parce qu'en fait, c'est un jeu d'enfant. C'est simple. Si on veut sauver l'humanité, si on veut sauver la planète, il suffit à nous d'en prendre soin. C'est très simple, un gamin de 3 ans peut le comprendre. Donc je vois pas pourquoi nous, on pourrait pas le comprendre. Et surtout, faut jamais avoir peur d'entreprendre. Une fois que c'est fait, on se dit « Oh, finalement, c'est plus facile. » Il n'y a pas de montagne. Il n'y a que des tout petits obstacles, un à un, qu'il faut gravir. Et puis ça se fait. Le chemin est juste long et un peu sinueux. Mais c'est pas un truc impossible, ça se fait, tout le monde peut le faire. Parce que ça apporte une liberté qui est juste incroyable, de pouvoir faire ce qu'on veut, de créer son propre projet et de pouvoir en être fier. C'est génial. Merci Céline d'avoir partagé avec Esperluette ta vision de l'écologie. Un vrai jeu d'enfant comme tu dis. Et comme tous les enfants, il faut ne pas trop se poser de questions et apprendre à son rythme. J'espère que cette première interview vous aura donné envie de jouer et de découvrir ce nouveau mode de vie. Pour en avoir encore plus envie, foncez écouter l'interview de Marjorie, la deuxième cofondatrice du Petit Pot. Si vous êtes convaincu, partagez, commentez, essayez, parlez-en. Ce sera votre manière également de soutenir notre podcast. À une prochaine, on l'espère, Luette, évidemment. Esperluette. Esperluette. Esperluette.